Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Des termes de référence du dialogue national connus, les acteurs politiques, membres de la société civile, devront discuter autour de 47 points. Pour Djibril Ning, membre de la société civile, l'urgence est d'abord de discuter des impératifs du moment, apaiser la tension politico-sociale. À Koloban, des commerçants saluent la décision du préfet d'interdire la manifestation du mouvement des forces vives de la nation F24. À quelques jours de la fête de Tabaski, ces derniers interpellent les politiques. Selon eux, ils ne parviennent plus à travailler correctement à cause des manifestations. Et puis, la rubrique Portrait du jour part à la rencontre de la directrice générale des archives du Sénégal depuis 1985. Fatoumata Sissé Diarra est dans le milieu, passionnée par le métier. Pour elle, beaucoup de défis restent encore à relever. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée. Bonsoir et bienvenue. Des termes de référence du dialogue national connu, les concertations lancées par le chef de l'État le 31 mai dernier devront tourner autour de 47 points. L'élection présidentielle de 2024 occupe une bonne place dans les discussions. Les 9 commissions qui ont été formées vont se pencher sur des questions comme le bulletin unique, la caution, le fichier électoral, le parrainage, la candidature ou les candidatures à l'élection présidentielle. D'autres sujets d'ordre économique, mais aussi la corruption seront abordés. Je vous propose de suivre cette synthèse de Cheikh Diop. Lancé le 31 mai dernier par le chef de l'État Macky Sall, les travaux du dialogue national avancent à grands pas. Une réunion des commissions de ce vendredi 9 juin a permis de dégager les termes de référence autour desquels s'articuleront les concertations. Les 9 commissions inspirées du dialogue de 2019 vont travailler autour de 47 points saillants. Mais comme s'y attendait, les sujets politiques occupent une place importante dans ce cadre et l'élection présidentielle inscrite en lettres d'or. Il s'agit principalement du bulletin unique, de la caution, du rôle et de la place de la justice dans le processus électoral, de l'évaluation de la Sénat et du CNRA, du contrôle du fichier électoral, de la réforme du parrainage des candidatures à l'élection présidentielle, pour ne citer que cela. Même si la question du troisième mandat n'est pas expressément citée dans les termes de référence, elle devra quand même être débattue si on se fie au chef de l'État qui confiait qu'il n'y aurait aucun sujet tabou à ce dialogue. Les questions politiques occupent une place de choix dans ce dialogue, mais elles ne sont pas les seuls sujets qui seront débattus. Les sujets sociopolitiques vont également intéresser les participants à ce dialogue. Les discussions autour du système électoral et le processus électoral devraient conduire à l'apaisement et l'instauration d'un climat de paix et de concorde nationale. Les conclusions du dialogue national seront sur la table du chef de l'État Macky Sall avant le 25 juin prochain, date de son face-à-face avec le peuple sénégalais. Cheikh Diop, le directeur de la plateforme de la société civile pour la transparence des élections, parle d'une procédure d'élaboration et de validation des termes de référence pas encore définitif. Djibril Ning met le doigt sur le cadre normatif du dialogue. Il pense que l'urgence est d'abord de parler des impératifs du moment, apaiser la tension politico-sociale. Djibril Ning est joint par Abdourahmane Ly. La procédure d'élaboration, d'adoption et de validation obéit aux normes communément admises. C'est une procédure, à mon avis, assez inclusive, en tout cas par rapport à toutes les entités qui participent à ce dialogue national. Il me semble que pour plus d'efficacité, ce dialogue national aurait dû faire focus sur les questions permettant de trouver une solution à la tension actuelle du pays et d'organiser des élections apaisées et inclusives. Ça ne veut pas dire que les autres points ne sont pas importants. Ils sont certes importants, voire très importants, mais on aura tout le temps d'en discuter après. Dans le pays, aura retrouvé sa stabilité, aura retrouvé un
climat de paix, de stabilité et de concorde nationale. Il y a un aspect très important au niveau des thèmes de référence, c'est le format et l'organisation. Les thèmes de référence à ce niveau renvoient à un décret, au décret 2019-1116 du 3 juillet 2019 portant création et fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de pilotage du dialogue national, qui avait été pris, n'est-ce pas, au dialogue national de 2019 et qui fixait le cadre normatif. Donc ce sera au niveau du décret, n'est-ce pas, que ce cadre normatif sera fixé dans les points du point de vue des principes généraux. Et ces principes généraux seront déclinés dans le règlement intérieur. Alors, et c'est à ce niveau-là, au niveau du règlement intérieur, qu'il y aura une fixation dans le détail du format, du mode de décision et du système d'arbitrage. Et il me semble que, au-delà des objectifs généraux, spécifiques, des résultats attendus, des thèmes à discuter dans les thèmes de référence, ce sont ces trois points-là qui sont les points déterminants dans ce dialogue, parce que c'est ça qui conditionne le succès, en fait, ou l'échec de ce dialogue national. Les délégués de quartier du département de Pikine veulent également prendre part au dialogue national. Ces derniers invitent les acteurs politiques au dialogue pour une sortie de crise. Ils lancent un appel à la paix. Je propose d'écouter les explications de Saliou Ndir. Il est interrogé par Boudal Ndiaye. Je l'ai dit tout à l'heure dans la salle que nous, les délégués de quartier, nous devons voir les familles des quartiers de se réunir avec leurs familles, de leur parler de la situation actuellement qui se déroule. Que la situation, donc, nous les âgés, donc c'est la situation des jeunes. Si vous gaspillez ce qui est devant nous, et demain vous allez le regretter. Mon collègue a parlé du dialogue national, on a parlé de ça depuis lors, mais on a confirmé ça aujourd'hui que le dialogue national doit commencer par les quartiers, par les délégués des quartiers, par les maires et les communes des quartiers. Ce que j'appelle à la jeunesse de se réunir, de se voir la situation actuelle, tout ce qui s'est passé, inaperçu, mais vraiment aussi se regretter. Nous donnons des condoléances à la famille du décès. Nous demandons aussi à l'État de voir la situation, comment il faut régler ça, ou bien comment il faut participer à ces familles-là. Le président de la République, c'est la personne morale. C'est la personne interprète, c'est la président de la République qui est la personne morale. Donc c'est lui qui a essayé de réunir la famille, de trouver une solution de sortie de crise. Le mouvement des forces vives de la nation renonce à ces manifestations, même si ses membres estiment que les motifs avancés par le préfet sont fallacieux. Ils envisagent d'ailleurs de rendre visite aux blessés et aux détenus. Mamoudou Mbodj est le coordonnateur de F24. Il est ici au micro de Adun Sow. Le commentaire du préfet relève évidemment d'un alibi tout à fait fallacieux, dès lors qu'il est question de funérailles, alors qu'on n'a pas entendu le président de la République piper mot sur le nombre important de décès. Aujourd'hui, il est question de 16 à 26 décès. Nous avons quand même beaucoup discuté et au terme des discussions, on a retenu que F24 a suscité beaucoup d'espoir au cours des populations. F24 a reçu évidemment l'aval, l'accord, l'approbation des populations sénégalaises. Nous avons considéré que, tenant compte des intérêts, des préoccupations de ces populations, il était nécessaire évidemment de surseoir à la marche pour permettre à ces populations de vaquer à leurs occupations, surtout en ces moments où la Tabaski frappe à la porte. Il a été également question de tenir beaucoup compte des demandes exprimées par la délégation du patronat. Nous avons également décidé qu'on pouvait annuler la rencontre, la marche de demain et nous préparer à continuer à faire ce que nous avions déjà entamé, à savoir, auprès des blessés, porter l'appui nécessaire à ceux qui ont faim et soif, ceux qui n'ont pas de chaussures, porter assistance à ceux qui sont dans les hôpitaux blessés et même dans les commissariats blessés et qui ne sont pas soignés. Nous avons déjà pris un pool d'avocats
qui est en train de sillonner le commissariat, nous allons poursuivre cette démarche-là. Justement, après l'interdiction de la manifestation du F24 ce samedi à Colobane, des commerçants magnifient la décision du préfet. Ils demandent à ce qu'elle soit d'ailleurs prolongée jusqu'après la fête de Tabaski. Pour eux, les politiques doivent les laisser travailler. Même son de cloche chez les tchak-tchak. Ces derniers invitent le gouverneur donc à revoir certaines décisions qui impactent leur travail. Alioune Sow et Moussa Fall signent ce reportage. Un véritable melting pot à Colobane, commerçants, voitures et passants se côtoient sans aucune barrière au couloir des vendeurs de friperies. Nous rencontrons Sadir Sey. Ce vendeur salue la décision préfectorale d'interdire toute manifestation du 9 au 16 juin. C'est normal de se rebattre là. Écoutez, c'est normal. En plus, c'est une bonne décision que nous saluons. Actuellement, nous devons vendre pour subvenir aux besoins de la famille et préparer bien la fête de Tabaski. Il faut qu'on nous laisse travailler maintenant. Après la Tabaski, je dis bien, ils peuvent continuer leur politique. Abdul Ahad Ngom lui envoie le pas. Ce vendeur de chaussures souhaite même que les hommes politiques sursoient à leurs activités. La fête de Tabaski oblige. Si ça ne dépendait que de nous, il n'y aurait plus jamais de marche dans ce pays, car à chaque fois qu'il y a manifestation, ce sont nos marchandises qui en font les frais. Je demande aux politiciens de sursoir à leurs activités jusqu'après la Tabaski. De l'autre côté, les tchak-tchak érigent leur arrêt. Ces derniers subissent également la crise politique. Les autorités disent stop à leurs activités à chaque veille de manifestation. Mohamed, l'un d'eux, se réjouit de cette décision du préfet de Dakar. Les manifestations ne nous arrangent pas. La Tabaski arrive à grands pas et quand il y a manifestation, ils nous interdisent de circuler. Nous voulons qu'ils arrêtent pour nous permettre d'avoir quelque chose pour nos familles. La Tabaski, c'est dans 2 semaines. Le climat politique reste tendu. Le préfet interdit toute manifestation du 9 au 16 juin. Les Sénégalais rencontrés se réjouissent de cette décision. Alioune Sow, la coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants, en faveur de l'enfant, lutte contre les violences perpétrées sur les enfants, dénonce également ces violences qui ont été notées lors des récentes manifestations. Ses membres sont en conclave avec les élus des régions de Sédhiou et de Kolda pour réfléchir sur les questions portant sur la sécurité des enfants. Ousmane Demba. Aux côtés des manifestants, la présence des enfants au front notée ces derniers temps est jugée inadmissible par la secrétaire exécutive de la CONAF. Aujourd'hui, nous voyons l'implication des enfants dans les violences et nous disons que la place des enfants n'est pas dans la rue. Ce n'est pas des acteurs qui vont voter. Il ne faut pas qu'on les mobilise dans ces questions-là. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont arrêtés, beaucoup d'enfants qui sont mobilisés sur ces questions-là et nous demandons aux parents de veiller, d'être plus vigilants sur ces questions-là. Nous demandons aussi à la société civile de jouer son rôle de plaidoyer, mais également à l'État de prendre des dispositions pour vraiment protéger ces enfants-là. Sensible à ce cri de cœur, Moustapha Dabo, maire des enfants de la commune de Sédhiou, rappelle le rôle des parents et invite ses pères à se ressaisir tout en dénonçant l'image d'un enfant utilisé comme bouclier par des forces de l'ordre dans le cadre de la répression des manifestations politiques. On a vu cette image-là qui nous a vraiment meurtri, qui a fondu les cœurs. C'est de voir un enfant utilisé comme bouclier et recevoir des gifles, recevoir des pierres, mais aussi des gifles. Un enfant. Je pense que là, c'est à la limite même inhumain de poser des actes pareils. Donc nous appelons vraiment l'État à protéger ces enfants-là, car c'est sa responsabilité. Pour une meilleure prise en charge des droits des tout-petits, la Coalition nationale des associations des ONG en faveur de l'enfant lance une campagne de sensibilisation des élus et acteurs de la société civile des régions de Sédhiou et Kolda. Comment trouver les voies et moyens pour qu'ils puissent intégrer dans leur ligne budgétaire
la question de l'enfant. Durant cette formation, toute la problématique de violation des droits de l'enfant à Sédhiou, notamment les questions de référence liées à l'état civil ou au mariage d'enfants, seront mises sur la table. Les membres de l'association des maîtres coraniques exigent la lumière sur le quota des 2 tracteurs destinés aux paysans. Ces derniers estiment avoir épuisé toutes les démarches auprès des autorités administratives. Ils interpellent le chef de l'État, Oumar Ndiaye, et Boubacar Fall Bob. La promesse faite par les autorités de leur octroyer du matériel agricole, notamment des tracteurs, n'a pas été tenue. L'association des maîtres coraniques de la commune de Nganda est montée au créneau pour exprimer sa déception. J'ai entendu dire que la commune de Nganda devait bénéficier de 2 tracteurs, mais il n'en a rien. Nous avions l'espoir après avoir entendu le discours du président de la République parce que nous vivons d'agriculture. C'est pourquoi nous interpellons pour lui dire que nous n'avons rien reçu. Selon eux, la lumière doit être faite sur les 2 tracteurs dont aurait bénéficié la commune. Ils déclarent avoir saisi le sous-préfet et le préfet du département de Kaffrine, mais restent sur leur faim. Quand je suis allé voir le préfet, il m'a demandé de retourner voir le sous-préfet. J'ai essayé de voir le sous-préfet de Katakel. J'ai essayé de voir le gouverneur, mais en vain. Nous lançons un appel à toutes les autorités et leur demandons de nous édifier. Du matériel agricole est octroyé chaque année aux paysans, selon les maîtres coraniques, sans aller aux véritables bénéficiaires. Il interpelle le chef de l'État et lui demande de prendre des mesures. Oumar Ndiaye, la superficie de riz emblavé est passée de 46 000 hectares en 2022 à 53 000 hectares cette année, au résultat dû, selon le directeur de la SAED, aux efforts fournis par l'État du Sénégal pour améliorer les conditions de travail des producteurs. Voici Aboubakri Sow, directeur général de la SAED. Il est ici au micro de nos correspondants permanents dans la région de Saint-Louis, Momar Khalisnian et Mokhtar Seck. Ce matin, d'abord tour à tour, nous avons fait donc le périmètre de Rosso au Sénégal, où donc il y a 200 hectares qui ont été donc emblavés pour la saison séchaude et où déjà donc les récoltes ont démarré. Nous avons fait Magam, où donc il y a 600 hectares qui ont été emblavés, où aussi les récoltes donc ont aussi démarré. Après ça, on a fait donc le périmètre de Colonna, où il y a 1100 hectares donc qui ont été emblavés, où aussi les récoltes ont effectivement démarré. Par la suite, nous avons fait la zone de 3 PRD, où il y a presque 2100 hectares qui ont aussi été emblavés, où donc le riz se porte bien. Et en maturité, je pense que dans 15-20 jours, donc les premières récoltes aussi vont démarrer. Et nous avons terminé ici, sur le site donc de la CASL, la compagnie agricole donc de Saint-Louis, où il y a une superficie de 2100 hectares donc, qui ont été donc emblavés. De manière globale, les cultures donc se portent très bien. Mais il faut dire globalement, pour la saison séchaude, nous avons emblavé presque 53 000 hectares dans toute la vallée. Pour la première fois dans la vallée, on a atteint donc ce niveau d'emblavure. Et comparé même à la saison séchaude de l'année passée, on avait 46 000 hectares, donc on a fait presque un bond de 7 000 hectares. Tout cela est dû au fait, d'abord, de l'engagement très important donc, des agriculteurs, dû au fait que le président Macky Sall a eu donc, à prendre une mesure importante relativement donc, à la subvention du paddy pour les 32 francs. Donc je pense que c'est une façon aussi de motiver donc, plus les producteurs. Mais il y a aussi le fait aussi que l'engrais, que ce soit l'urée, le DAP ou le phosphogite, ont été donc sont arrivés donc à temps en quantité et en qualité. Et surtout que donc, le DAP et le phosphogite ont été donnés gracieusement donc, aux agriculteurs. Donc je pense que tout cela a fait que donc, tout le monde s'est lancé donc, dans cette campagne donc, de saison séchaude. Et puis, cette note d'information de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Donc, l'association porte donc à la connaissance des musulmans du pays à ce jour. Samedi 10 juin 2023, nous sommes donc à 19 jours de la fête de Tabaski, un communiqué donc signé par le président des imams oulémas du Sénégal, président également du croissant lunaire El Hadj Oumar Diagne, qui demande donc aux citoyens, aux habitants du pays donc, de prendre toutes les dispositions pour une bonne préparation de la fête de Tabaski. Vous l'avez compris, la rubrique Portrait du jour part aujourd'hui à la rencontre de la directrice générale des archives du Sénégal. Elle est la première femme
à avoir occupé ce poste. Fatoumata Cissé Diarra évolue dans ce domaine depuis 1985, un métier qui la passionne. Beaucoup de défis restent encore à relever selon elle dans ce métier. C'est un sujet de Mame Seynabou Babou et de Moussa Dia. C'est elle la gardienne du temple, le temple des secrets. Première femme à la tête de la direction des archives du Sénégal, Fatoumata Cissé Diarra est une dame de fer, brillante et dégourdie depuis toute petite. La native de la banlieue dakaroise a choisi le bon lieu après son baccalauréat en série L2, mais également après avoir réussi en même temps les concours d'entrée au CC et à l'EBAD. En tant qu'archiviste, nous sommes chargés de la gestion du patrimoine documentaire national notamment, puisque nous sommes aux archives nationales. Et de ce fait, nous collectons les archives dans les administrations centrales. Nous les traitons, nous les conservons et les communiquons aux usagers. C'est la finalité de notre mission. Et ce que nous appelons dans le jargon professionnel les 4C, collecte, conservation, classement et communication. Les archives sont très importantes pour la mémoire collective. Les pouvoirs publics ainsi que les entreprises, entre autres, doivent en prendre conscience. Elles aident les individus à prouver leur identité, c'est le cas de l'état civil. Elles aident les pouvoirs publics à retracer leurs actions et à prendre des décisions. Et elles aident également les entreprises et organisations à garder la mémoire de leurs actions. Pour la reddition des comptes également, quand on est dans le champ de la bonne gouvernance, et en ce sens qu'elles permettent de retracer les actions. Toutefois, elles ne sont pas logées à bonne enseigne dans nos pays. C'est la conviction de la directrice générale des archives du Sénégal. Une conviction bien justifiée si l'on se fie à ce qui s'est passé à l'UCAD lors des manifestations de la semaine dernière. Fatoumata Cissé Diarra condamne fermement. Et en condamnant fermement ces actes, ils sont pratiquement des exactions sur le patrimoine documentaire. Et le patrimoine documentaire est pratiquement essentiellement conservé sur du papier, très fragile et vulnérable. Donc si on y met le feu, c'est pratiquement une mémoire perdue à jamais. Et la reconstruction n'est pas évidente. Et lançons un cri du cœur à l'endroit des populations dans toutes leurs composantes afin qu'elles soient préservées en pareilles circonstances. Le défi de la numérisation des archives est plus que jamais d'actualité vu le contexte, mais Fatoumata Cissé Diarra reste mitigée sur la problématique. La numérisation est une opportunité pour les archivistes que nous sommes. Mais même en numérisant, les mouvements de masse, c'est un phénomène nouveau que nous constatons depuis quelques années. Les serveurs ne sont pas épargnés parce que le feu est pratiquement dévastateur. Avec la numérisation, on pourrait peut-être avoir des copies de sauvegarde qu'on garderait dans un endroit autre, isolé, pour permettre d'avoir des copies indemnes. Son ambition à la direction des archives du Sénégal, c'est la réalisation d'un bâtiment dédié uniquement à la conservation des archives. Voir les archives émerger avec le bâtiment dédié qui nous préserverait des sinistres et autres aléas climatiques, des catastrophes naturelles, parce que sans un bâtiment aux normes internationales, nous ne pouvons pas parler de conservation à proprement parler, parce qu'aucune directive n'est respectée. Donc vivement la réalisation de la maison des archives, suivi de la numérisation des fonds, parce que nous avons des fonds anciens. Fatoumata Cissé Diarra ne regrette guère son choix d'avoir choisi de faire carrière en tant qu'archiviste. La maman poule est très fière de son parcours, un modèle pour bon nombre de jeunes. Mame Seynabou Babou, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.